Bienvenue dans le débat de France 24. La COP26, la conférence de l'ONU sur le climat, se réunit à Glasgow en Écosse à partir de dimanche pour 13 jours pour tenter de sauver la planète. Pour ça, les représentants de 197 pays et organisations régionales doivent s'engager plus concrètement à réduire les gaz à effet de serre et ainsi sécuriser l'accord de Paris de 2015, c'est-à-dire contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Mais avant même l'ouverture de cette nouvelle COP, la plus importante depuis 6 ans, le scepticisme sur un succès domine. Les présidents russes et chinois d'ailleurs ne feront même pas le déplacement. La Chine est pourtant le plus gros pollueur de la planète. Alors, est-ce vraiment le sommet de la dernière chance, comme beaucoup le présentent, un tournant pour l'humanité, comme l'a affirmé le Premier ministre britannique Boris Johnson? Et quelles sont ses chances de succès? On va en débattre avec nos invités ce soir. Sophia Cabej, chercheuse au pôle climat, énergie et sécurité de l'IRIS. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Canet, directeur du plaidoyer WWF France. Bonsoir, merci également d'être avec nous sur ce plateau. Et puis par Skype depuis Nantes, Yann Robiou-Dupont, qui est chercheur et consultant à Climate Analytics, un think tank sur l'évaluation de l'ambition des États en matière climatique, et en duplex depuis Bruxelles, Marie Toussaint, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, fondatrice et membre du bureau de Notre Affaire à tous. Alors j'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur l'urgence de la situation alors que va s'ouvrir cette COP26 dimanche. Depuis quelques jours, le secrétaire général de l'ONU fait tout pour tenter de réveiller les consciences, alors que le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement indique clairement que les engagements en cours ne suffisent pas à limiter la hausse de la température à 1,5 degré d'ici 2100. On va écouter tout de suite Antonio Guterres. Le temps presse. L'écart d'émissions est le résultat d'un manque de leadership. Mais les dirigeants peuvent encore choisir un avenir plus vert au lieu de se diriger vers une catastrophe climatique. L'ère des demi-mesures et des promesses creuses doit prendre fin. L'heure des mesures concrètes doit commencer à Glasgow. Pierre Canet, pour le constat, ce rapport de l'ONU, il va dans le même sens que le rapport du GIEC qui a été publié cet été. Il y a vraiment une catastrophe qui s'annonce, comme vient de le dire le secrétaire général de l'ONU. La catastrophe, elle est déjà présente dans beaucoup de régions du monde et elle va s'amplifier effectivement face à cette inaction climatique. Et depuis plusieurs rapports l'ont rappelé, le PNUE, comme vous venez de le dire, mais aussi le GIEC. Et donc, ça n'est pas nouveau. On sait ce qui devrait être fait. On connaît le rythme de décarbonation. Et donc, avant chaque COP, c'est important de rappeler, de regarder quels sont les engagements, les nouveaux engagements qui ont été mis sur la table et où on en est et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus. Et effectivement, l'écart est colossal, de 4 à 7 fois plus d'efforts qui devraient être menés pour honorer les objectifs de l'accord de Paris cette décennie. Alors, ce n'est pas l'affaire de COP à COP, c'est l'affaire de tous les jours. C'est l'affaire de tous les jours au Parlement européen. Je salue Marie Toussaint ici présente. C'est l'affaire de tous les jours pour le président de la République, Emmanuel Macron. C'est l'affaire de tous les jours également pour les gouvernements et parlementaires. Sophia Cabej, elle a commencé cette catastrophe. On a vu cet été des incendies en Californie, en Sibérie, des inondations en Allemagne impressionnantes, en Chine également. Ça a marqué les esprits. C'est certain que ça a marqué les esprits, d'autant plus que pendant longtemps, nous en Europe, on avait aussi l'impression que ces impacts allaient particulièrement impacter les pays du Sud, et puis on se rend compte que nous aussi, c'est le cas. Cette COP-là, elle est très importante parce qu'en fait, c'est 5 ans après les accords de Paris, 5 ans après la première soumission des feuilles de route. Et donc, pendant cette COP26, on demande aux États de rehausser leur ambition, tel que l'accord de Paris le stipule. Mais aujourd'hui, au regard de ce que nous indique notamment le rapport de la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, on se dirige vers plus 16% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur de ce que c'est dans la mesure où il faudrait diminuer ces émissions de moins 45%. Donc on est vraiment sur un écart conséquent, et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on augmente les émissions, plus la température augmente et plus les impacts dont vous venez de parler augmentent en intensité et en fréquence. Et ça, partout dans le monde, en effet. Yann Robiou-Dupont, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5 ces 50 dernières années. Tout ça, c'est lié au réchauffement climatique ?
Alors de plus en plus, effectivement, les catastrophes qu'on voit sont liées au réchauffement climatique. C'est toujours difficile d'attribuer un événement uniquement au réchauffement climatique, mais on voit bien leur multiplication, la multiplication des impacts. Et ça devient une question effectivement de plus en plus pressante, principalement dans les pays qui sont moins responsables du changement climatique, mais aussi, et on le voit de plus en plus dans les pays développés qui, eux, ont les moyens de lutter sur leur territoire, mais aussi d'aider, et c'est l'un des enjeux de cette COP26, de mobiliser de la finance internationale pour pouvoir aider les pays en voie de développement à eux aussi éviter une trajectoire polluante telle que celle que les pays développés ont suivie, et donc d'éviter la plus grande partie du réchauffement climatique qui, pour l'instant, selon les engagements actuels, est prévu d'arriver entre 2,4 degrés si les engagements sont respectés et même 2,9 si on se base seulement sur les mesures qui sont mises en place à l'heure actuelle. Surtout, justement, on va regarder ça. Certaines populations sont aujourd'hui en danger à cause du réchauffement climatique. C'est le cas notamment dans certains pays d'Afrique. Au Mali, par exemple, à 80 km de Tombouctou, le lac Fagibine, ça sèche depuis les années 70. Et pour les villages avoisinants, eh bien, les conséquences sont dramatiques et provoquent la fuite des habitants. Regardez, on en reparle juste après. Il était l'un des plus grands lacs du Mali. Toute la vie des villages alentours dépendait de son eau, dans cette région en lisière du désert du Sahara, à 80 km de Tombouctou. Mais la dernière goutte du lac Fagibine s'est évaporée. Toute cette zone était remplie d'eau. Ensuite, les eaux se sont retirées et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé les terres. Et quand il n'y a plus eu de forêt, les dunes se sont formées. Les dunes ont fini par engloutir le lac. Faute de végétation, le sable n'est pas fixé et ravage les villages. Cette dune de sable n'était pas là. Cette école accueillait 400 élèves. Les salles de classe ont été ensevelies. Elles sont à présent inaccessibles. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue. Une génération préparée pour l'exode. Les plus jeunes ont fui la région. Ceux qui restent vivent de petits boulots. L'agriculture, l'élevage, la pêche à l'évidence sont impossibles. Cette habitante n'a d'autre choix que de vendre le peu de bois qu'il reste pour gagner un peu d'argent. Je sais que ça détruit l'environnement, mais qu'est-ce que je vais manger si je ne le fais pas? Mes enfants sont partis. Dans ce paysage gagné par la désolation, la situation humanitaire est devenue préoccupante. Le Mali fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique. Marie Toussaint, on a là un exemple de réfugiés climatiques. Si rien n'est fait, leur nombre pourrait exploser dans les années qui viennent. Oui, c'est vrai, et leur nombre est déjà immense, puisqu'on parle de 23 millions de personnes qui sont déplacées climatiques aujourd'hui, principalement entre les pays du Sud. Donc ça prouve bien qu'il faut agir. Et je rappelle à ce titre qu'il y a une responsabilité historique et différenciée qui est reconnue dans les textes internationaux d'action pour le climat, mais qui dit que les pays occidentaux, l'Europe, mais aussi les États-Unis ou encore l'Australie, ont le devoir de lutter plus rapidement encore contre le dérèglement climatique et au contraire d'accompagner les pays du Sud dans le déploiement de modèles, notamment énergétiques, qui soient basés à la fois sur la sobriété et les renouvelables, mais qui doivent leur permettre de rehausser les conditions de vie, d'éviter les mouvements de population, de garantir les droits humains, notamment, on vient de le voir dans ce reportage, les droits à l'éducation, voilà, et que pour l'instant, le travail n'est fait ni dans une matière ni dans l'autre. Quand je dis deux matières, c'est d'une part atténuer, diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre dans les pays occidentaux. On n'y est pas encore, je suis sûre qu'on y reviendra, mais globalement, y compris avec des objectifs rehaussés, l'Union européenne qui vise la neutralité carbone à horizon 2050, mais déjà le moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, eh bien ces objectifs de l'Union européenne, pourtant centraux dans le Green Deal, conduisent et contribuent à un réchauffement de plus de 2 degrés Celsius. Donc l'Union européenne et la France ne respectent pas eux-mêmes l'accord de Paris. Puis la deuxième matière, c'est l'accompagnement des pays en développement dans le déploiement de nouvelles solutions contre le changement climatique, mais aussi d'adaptation de leur territoire. Et là non plus, les sommes qui ont été promises pourtant à grand renfort de communication ne sont toujours pas sur la table. Donc il y a du pain sur la planche pour tout le monde.
Et on parle beaucoup des responsabilités de certains pays, comme par exemple la Chine. Alors c'est vrai, il faut en parler, mais il faut aussi parler de la responsabilité des pays, notamment des pays européens, puisque nous sommes en Europe. Pierre Canet, il y a quand même une bonne nouvelle, si on peut dire, dans tous ces rapports dont on a parlé un petit peu avant, c'est que le réchauffement climatique, on sait qu'il est lié à l'activité des hommes, on peut donc agir dessus. Et c'est pour ça qu'il y a ces rendez-vous. Je ne parlerai pas dans ces conditions de bonne nouvelle, mais plutôt de responsabilité énorme. On sait qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui. Et donc c'est la capacité à agir. La bonne nouvelle, cela dit, c'est que les solutions effectivement existent pour aller beaucoup plus vite sur cette décennie. Aujourd'hui, quand on voit un alourdissement des nouveaux véhicules mis sur le marché avec de plus en plus de SUV, qui représente la première source d'augmentation au niveau mondial après le charbon, c'est complètement incohérent. Donc il y a une schizophrénie comme ça face à des solutions qui existent et une réponse politique qui est complètement en décalage, souvent en même temps dans la demi-mesure et malheureusement qui ne permet pas effectivement d'augmenter, d'accélérer l'action climatique. On sait rénover des logements, on sait faire des voitures qui ne polluent pas, on sait faire du transport en commun, on sait développer des infrastructures vélo. Ça a un coût. Les subventions aux énergies fossiles, elles ont un coût aussi. 25 milliards pour la France en 2022. Alors comment faire en sorte justement que ces subventions soient redirigées vers des soutiens, vers de la fiscalité qui aillent vers la transition. De même pour les plans de relance. On a des milliers de milliards qui ont été injectés dans l'économie mondiale pour essayer de la sauver. On aurait pu penser que d'une pierre deux coups, les décideurs en profitent pour justement soutenir les besoins dans la transition écologique. Ça n'a pas été le cas. Moins de 20% des investissements au niveau mondial, des plans de relance, sont consacrés justement à la transition écologique. Donc c'est cette incohérence qui va être sous le feu des projecteurs à la COP26. Et donc les chefs d'État et de gouvernement qui prendront la parole seront comptables devant la société civile, devant les citoyens. Ils devront s'expliquer, dire s'ils ont entendu le message des scientifiques, des différents rapports de l'ONU, et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour pouvoir répondre à cette urgence et rattraper leur retard. Quant aux absents, les projecteurs sont aussi mis sur ces absents. Et donc, il y a une pression qui commence à s'exercer. On va en reparler après, justement, de cette absence de la Chine, notamment. Sophia Cabej, il y a une incohérence aujourd'hui dans les politiques. Il y a une incohérence profonde, d'autant plus que le reportage qu'on a vu juste avant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les changements climatiques ont un impact sur la sécurité humaine. Ils ont un impact sur la manière dont les populations vont être en mesure de se nourrir, de pouvoir avoir accès à de l'eau, de pouvoir avoir accès à une santé et à un environnement qui soit sain. Et il n'y a pas uniquement les populations du Sud qui sont concernées par ces impacts sécuritaires. L'extension des vecteurs de maladies, par exemple, ça concerne également l'Europe, ça concerne la France, par exemple. Le moustique tigre en fait partie. C'est lié aux impacts des changements climatiques. Un pays qui est très intéressant justement sur l'incohérence, c'est l'Australie. Pourquoi ? Alors, le gouvernement est largement inactif, à part une annonce il y a quelques jours d'atteindre la neutralité carbone à 2050, mais on se demande un petit peu comment ils vont y arriver. Et de l'autre côté, les forces armées australiennes qui constituent un des leaders en matière d'adaptation aux impacts des changements climatiques. Donc ce pays est vraiment intéressant à analyser quand on voit en fait la réalité. Pour les forces armées australiennes, les changements climatiques sont une menace pour la sécurité nationale, pour les forces armées et pour les citoyens qui doivent protéger. Et le gouvernement fédéral, à sa place, ne fait rien. Donc oui, il y a des vraies incohérences autour du monde, en effet. Yann Robiaud-Dupoux, comment expliquer ces incohérences ? C'est souvent une question d'effort qu'on est prêt à faire aussi pour mettre en œuvre un changement de société. Donc il y a une réticence au changement qui est un petit peu traditionnelle. Or là, on a une urgence vraiment climatique qui implique qu'il faut vraiment se jeter rapidement et oser changer. Donc il y a un facteur psychologique d'inertie qui est toujours important. Il y a des questions d'argent qui sont au niveau international très importantes. Pour l'Australie, comme il a été mentionné avant, c'est une question de coût. Ça touche aussi directement à l'économie australienne qui est basée sur le charbon. Mais il y a plusieurs pays comme ça qui ont une certaine incertitude aussi sur une stratégie qui mettrait en danger une partie de leurs exportations. Et donc, il y a un petit peu ce dilemme de qui va être le premier pays à bouger entre des effets d'annonce pour essayer de mobiliser les autres pays, comme peut le faire l'Union européenne avec des objectifs qui ont du mal à être tenus,
ou alors des objectifs qui sont plus faciles à remplir comme ceux de la Chine, mais qui sont aussi considérés comme beaucoup moins ambitieux. Donc il y a plusieurs stratégies d'approche comme ça, mais au final, la question sous-jacente, c'est qui va financer cette transition, qui va payer et comment cet effort va se refléter. C'est pour ça qu'à Glasgow, il y a 3 enjeux principaux qui sont discutés. Il y a le relèvement de l'ambition des engagements des différents pays, mais cette discussion est directement liée avec, comme le disait Marie Toussaint avant, des questions de finance et de soutien international, parce que on ne peut pas s'attendre à ce que tous les pays arrivent à net zéro émission au même moment s'il n'y a pas un soutien de la part des pays développés vers les pays en voie de développement qui ont souvent des niveaux d'émissions par personne bien moindres. Et le dernier point qui va être discuté, c'est justement la mise en place de potentiels mécanismes d'entraide entre les pays pour que la finance puisse à la fois aller d'un pays à l'autre tout en reconnaissant la contribution qu'un pays peut apporter pour réduire les gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc tout ça pour dire que c'est une question de finance, mais ça structure effectivement les différentes discussions dont on entend parler autour de l'ambition des différents pays autour du monde. Marie Toussaint, elle est dans quel état d'esprit l'Union européenne avant cette COP26 ? L'Union européenne, elle est à la fois allante avec ce Green Deal qui était au cœur des programmes politiques de beaucoup de partis, supposément. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est ça vraiment la question. Et qu'est-ce qu'on met derrière ? Eh bien, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne arrive avec des objectifs climatiques qui ne permettent pas de respecter l'accord de Paris. Et puis, vous posiez tout à l'heure la question de quelles sont les raisons de l'inaction, quelles sont les réticences, les résistances à l'inaction. Et je crois qu'il faut bien comprendre que la question des forces de l'argent et du refus de faire changer de main ces forces de l'argent est absolument fondamentale dans l'absence de lutte contre le dérèglement climatique. Pierre Canet parlait tout à l'heure des subventions publiques, c'est-à-dire de l'argent du contribuable français qui va encore nourrir les énergies fossiles aujourd'hui en France. Au niveau européen, on est en train de déterminer quelles seront les infrastructures que nous allons financer dans les années à venir. Et on le sait, l'ONU l'a rappelé encore il y a quelques jours, nous devons, et l'Agence internationale de l'énergie, nous devons absolument sortir des fossiles et nous devons notamment sortir du gaz. Or, l'Union européenne est en train, et devrait d'ailleurs publier la veille de la clôture de la COP, sa nouvelle liste de projets qu'elle financera, des infrastructures. Ça ne dure pas 1 ou 2 ans, ça nous enferme dans un modèle énergétique sur 30 à 40 ans. Eh bien, l'Union européenne va encore financer des projets gaziers dont nous devons absolument nous débarrasser. Et quand on parle des finances de l'argent, je ne peux pas ne pas évoquer la nouvelle qui a été présentée ce matin du groupe français qui est le 19e pollueur mondial, le premier pollueur français qui est Total, dont on a appris il y a peu qu'ils avaient une connaissance bien plus précise que ce que l'on pensait du dérèglement climatique et de ses conséquences depuis 1971. Ce qui en fait l'une des premières firmes pétrolières mondiales à avoir une connaissance aussi précise sur le dérèglement climatique. Eh bien, Total présente ce matin un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros au 3e trimestre, 10 milliards sur l'année en global. On sait qu'on est en pleine crise énergétique, de hausse du prix du gaz pour les ménages. Et donc, on a un double problème. On a une firme qui se fait de l'argent sur le déploiement de nouveaux projets gaziers partout autour du monde, parfois au détriment des droits humains, comme autour du lac Victoria en Afrique de l'Est, parfois au détriment de la biodiversité, comme en Arctique, et puis qui se fait des tas d'argent, ce qui a aussi des incidences diplomatiques, puisque la France, qui est soucieuse de défendre les intérêts de ce fleuron français, eh bien, soutient diplomatiquement les affaires et les projets de Total et refuse d'entrer dans des mécaniques et des dynamiques telles que celles portées par Danemark et le Costa Rica, qui appellent aujourd'hui à la fin. Marie Toussaint, je vais vous couper. C'est la fin. On a plus de temps. C'est la fin de la première partie de ce débat. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.
suite la deuxième partie de notre débat consacré à la COP26 qui va débuter dimanche à Glasgow pour 13 jours pour sauver la planète. Avec moi ce soir, Sophia Cabej, chercheuse au pôle climat, énergie et sécurité de l'IRIS, Pierre Canet, directeur du plaidoyer WWF France, par Skype depuis Nantes, Yann Robiou-Dupont, chercheur et consultant à Climate Analytics, un think tank sur l'évaluation de l'ambition des États en matière climatique. Et puis en duplex depuis Bruxelles, Marie Toussaint, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, fondatrice et membre du bureau de Notre Affaire à tous. Alors il y a urgence, on l'a vu dans la première partie de ce débat. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est exprimé cette semaine avant le début de cette conférence de l'ONU sur le climat, de cette COP26, et il est assez pessimiste sur les chances de succès. On va l'écouter tout de suite. Nous devons empêcher la planète de surchauffer. Et le seul moyen d'y parvenir est de mettre tout le monde d'accord, tous les dirigeants du monde, pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce sommet va être très très difficile et je suis très inquiet, car il pourrait mal se passer. Et nous pourrions ne pas obtenir les accords dont nous avons besoin. Et c'est une question d'opportunité, c'est très très difficile. Mais je pense qu'on peut y arriver. Sophia Cabej, il a raison d'être pessimiste, Boris Johnson. Oui, il a raison. Je le disais au début du débat, les contributions telles qu'elles ont été renouvelées, telles qu'elles ont été mises à jour, en effet, nous dirigent vers une trajectoire qui est assez pessimiste. Yann le disait tout à l'heure, c'est plus 2,7 degrés. On est très loin de l'objectif de température sur lequel on s'était accordé en 2015. Et malgré... L'objectif de 1,5 degré. C'est ça. Alors, l'objectif étant de limiter, par rapport à l'ère limiter l'augmentation de la température moyenne en comparaison à l'ère pré-industrielle à plus 1,5 degré, voire 2 degrés. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet objectif-là ? Eh bien, parce que, comme je le disais, plus on va aller plus la température va augmenter, plus les impacts seront importants. Ceci étant dit, il faut quand même rappeler que le G20, à lui tout seul, est responsable de 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Le G20 qui se retrouve d'ailleurs ce week-end à Rome avant Et donc, COP26. L'objectif aussi des rapports qui sont publiés à une semaine de la COP, c'est un petit peu de provoquer, alors je dirais pas une prise de conscience, parce que je pense que tout le monde en est conscient, mais de provoquer une augmentation des ambitions. Est-ce que ça va être le cas ? Je ne sais pas. Il y a aussi l'enjeu des financements. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est très important d'en parler. Il faut en parler aussi en rapport avec les pertes et préjudices. Il y a l'enjeu de l'atténuation, la réduction des émissions, l'enjeu de l'adaptation et aussi l'enjeu des pertes et préjudices. Tous ces États, toutes ces populations qui aujourd'hui font déjà face à des impacts, eh bien, comment elles font en fait pour reconstruire la société ? Et pour ça, on a besoin de fonds, on a besoin de financement. Et donc, l'enjeu de cette COP-là, en tout cas pour les sociétés civiles et notamment pour les pays du Sud, c'est d'avancer sur la table et de demander des financements pour justement répondre aux pertes qu'ils subissent du fait des changements climatiques qui, je le répète, sont la cause aussi des émissions historiques des pays du Nord qui se réunissent. Et les organisateurs de la COP ont assuré aujourd'hui que l'objectif de 100 milliards pour les pays pauvres était atteignable en 2023. C'est réaliste selon vous ? 2023, c'est une mission qui a été commandée donc avec des pays comme le Canada qui ont répondu à cette mission. 100 milliards atteignables à 2023. Je veux parler de la COP du rattrapage. On est en retard de 3 ans. Ce qui est assez considérable, on parle de 100 milliards. Je le rappelais, les plans de relance, les politiques qui ont été mises en place pour sauver l'économie à travers le monde, on parle là de milliers de milliards qui ont été injectés. Quand on parle de 100 milliards, c'est un contrat, celui de Copenhague. D'un échec, un objectif en 2009, le sommet de Copenhague, de trouver 100 milliards. Donc cet objectif, il n'est pas sorti du chapeau en 2015 dans l'accord de Paris. Il a été travaillé pendant des années. Donc ça fait plus d'une décennie que finalement les pays développés connaissent cet objectif. On est aujourd'hui à 80 milliards, il faut atteindre 100 milliards. Donc il y a effectivement du désarroi, un peu de honte à se dire qu'ils n'ont pas été capables de mobiliser ces sommes avec d'autres enjeux derrière, par exemple la répartition entre les dons et les prêts, et de pouvoir s'assurer que les plus démunis, les pays vulnérables puissent bénéficier de suffisamment de soutien alors même qu'ils sont d'ores et déjà frappés par un dérèglement climatique important avec peu de capacité pour adapter leur agriculture, adapter leur capacité et leur accès aux soins, accès à l'eau, avec des dégâts aussi sur la nature, les écosystèmes, d'ores et déjà, aux tropiques, au niveau de l'équateur et sur les pôles.
Yann Robiou-Dupont, il y a vraiment un pessimisme dominant avant cette COP26. Elle n'amènera pas de grands changements, c'est ce qu'estime aussi Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise pour le climat. C'est embêtant si même les jeunes sont désabusés. Non, il y a effectivement des raisons d'être désabusés. On vient d'avoir l'annonce ce matin que la Chine ne reverrait pas son engagement de réduction de gaz à effet de serre à la hausse, tout comme l'Australie l'a fait d'ailleurs avant. Donc la Chine a aussi par ailleurs un objectif d'émissions nulles à 2060. Donc, il y a des annonces sur des actions long terme, mais c'est vrai que ça manque d'impact sur le court terme. Alors, il y a l'Union européenne qui a revu à la hausse ses engagements, les États-Unis aussi, le Canada aussi. Donc, il y a quand même des signes d'amélioration, mais c'est vrai que ces engagements restent insuffisants. L'Union européenne, son engagement est aligné avec un réchauffement à 2,3 degrés, donc on est encore loin des 1,5. Les États-Unis à 3 degrés, le Canada à 3,4. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits, mais ça reste très loin du compte. Le Royaume-Uni a, de son côté, mis un engagement de réduction de gaz à effet de serre de 68%, à comparer avec celui de la France en cours, qui est de 40%, et qui, en plus, n'est a priori pas tenu, comme l'a reconnu une décision de justice récente qui a enjoint la France à compenser, d'ailleurs, les émissions émises en surplus seulement par rapport à cet objectif de 40%. Donc, il y a des efforts, effectivement, de la présidence britannique sur ces questions-là, aussi pour des raisons diplomatiques, parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Donc, le Royaume-Uni va mettre en œuvre au mieux sa diplomatie pour parvenir à un relèvement de l'ambition. Mais comme on le décrivait tout à l'heure, pour arriver à ce relèvement d'ambition, il faut aussi que les promesses des pays développés soient tenues. Les 100 milliards, effectivement, sont pour l'instant pas remplis, que 80 milliards, et c'est 100 milliards annuels, alors qu'on discute aussi d'une hausse de ce montant dans l'avenir. Donc, il y a effectivement des enjeux de transparence, de confiance dans les promesses qui sont faites des pays développés de mobiliser de la finance et de effectivement la délivrer, mais aussi dans le fait que d'autres pays vont effectivement mettre en œuvre leurs objectifs, les tenir, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on le disait, et de jouer le jeu de revoir les objectifs à la hausse. On a aussi la Russie et le Brésil qui qui ont annoncé qu'ils ne mettraient pas leurs objectifs, qu'ils ne les réviseraient pas à la hausse. On attend toujours les annonces du Japon qui devrait revoir son objectif à la hausse. De l'Inde, ça c'est plus incertain, on attend de voir. Donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait des annonces au cours de la COP, mais c'est vrai qu'on est encore très loin du compte et c'est très utile que les populations, que les jeunes se mobilisent parce que c'est effectivement eux qui vont avoir à payer. C'est eux qui vont subir les conséquences de ce réchauffement climatique. Exactement. Exactement, ils vont subir les conséquences, ils vont devoir payer, ils vont avoir un environnement dégradé, tout ça pour une richesse qui a été principalement accaparée par une génération, mais surtout par des entreprises qui maintenant veulent se faire les porte-paroles. Donc on parlait de Total tout à l'heure, comme si elles étaient les mieux placées pour mener une transition, alors que leurs investissements dans les énergies renouvelables restent toujours très très parcellaires. Les chiffres ne sont même pas dévoilés sur le pourcentage d'énergie renouvelable qui sont produits. Et effectivement, avec tout le capital qui a été engrangé au cours des décennies précédentes, il faudrait pouvoir faire bouger ce capital pour financer effectivement une transition très rapide, puisque ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on a ces négociations sur le climat et des progrès qui restent que marginaux par rapport à un scénario où on ne fait rien, mais qui reste très insuffisant comparé à ce que nous disent les rapports scientifiques de ce qui serait nécessaire pour éviter la plupart des impacts climatiques. Des progrès qui ne vont pas assez vite. Et puis la Chine, premier pollueur de la planète, ne sera même pas représentée à cette COP26. Marie Toussaint, le président Xi Jinping, il ne fera pas le déplacement. Même chose pour le président russe, Vladimir Poutine, alors que son pays est aussi un important émetteur de gaz à effet de serre. Comment ça peut marcher, ces rendez-vous, si les pays ne jouent pas le jeu ?
Alors, sur la Russie et la Chine, la Chine, Xi Jinping n'est pas sorti de son pays depuis déjà 1 an et demi. Donc, on y voit un signal politique, c'est évident, mais il faut le replacer dans son contexte. Et Vladimir Poutine, quant à lui, a très envie de continuer à vendre son gaz, bénéficie d'ailleurs de la fonte d'épaule, puisque ça libère une partie de son territoire, le nord de son territoire, pour aller exploiter toujours plus de ressources. Donc là aussi, il faut y voir un geste politique. Mais je crois surtout... Il faut quand même voir les signes d'espoir. Les signes d'espoir, c'est qu'on a les solutions, comme on en a parlé au début d'ailleurs de l'émission. On a des plans, des projections qui nous montrent qu'une France 100% renouvelable est possible, peut-être même dès 2045, ça c'est le scénario Négawatt, qu'une Europe 100% renouvelable est aussi possible et que c'est pareil pour l'ensemble des autres pays du monde. On a de l'espoir parce que cette jeunesse, elle n'est pas que désabusée, elle est déterminée. Greta Thunberg, elle ne dit pas ça pour dire que c'est le désespoir, elle dit ça pour justement, au contraire, appeler à continuer à se battre. Et je crois que les victoires des actions en justice, Yann Robiaud-Dupont a parlé de l'affaire du siècle en France, mais on a aussi eu une décision de justice aux Pays-Bas, une autre en Allemagne, et puis c'est partout à travers le monde, puisqu'on en a aussi au Pakistan, en Colombie, contre les États, mais aussi aux Pays-Bas face à Shell, une autre grande pollueuse, contrainte à augmenter, accélérer son action contre le dérèglement climatique. Eh bien, ces actions en justice, elles fonctionnent. Et elle donne, après, a posteriori, à l'accord de Paris, un effet contraignant qui oblige les États qui l'ont signé à aller dans cette direction. Donc on peut quand même penser que même si les objectifs, les ambitions qui sont présentées à la COP26 ne sont pas encore au niveau, alors les citoyennes et les citoyens, en se mobilisant, pourront faire avancer les États. Et puis peut-être un autre signe quand même d'espoir, une belle initiative citoyenne a été portée en Espagne. Chez eux, ils ont un seuil de 500 000. En France, c'est plus de 4 millions. En Espagne, c'est 500 000 personnes. Lorsqu'elles signent une initiative citoyenne, alors le projet de loi est présenté au Parlement. Eh bien, il y a un écocide en cours dans la lagune Mar Menor, dans laquelle on trouve chaque année des tonnes de poissons morts. Les hippocampes ont presque disparu. L'initiative citoyenne contre cet écocide a vocation à faire reconnaître les droits de la Mar Menor. Elle vient d'obtenir les signatures. Elle sera présentée au Parlement espagnol, très certainement votée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les citoyennes et les citoyens se mobilisent et que les politiques répondent à cette demande, répondent aussi à la demande de la Terre, eh bien, on arrive à changer les choses. Donc, c'est possible. On peut vraiment y aller. Et je crois que c'est absolument ce à quoi doivent répondre les dirigeantes et les dirigeantes aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs leur pays d'origine. Il y a de l'espoir donc autour de cette COP quand même. On va justement à ce propos écouter l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. La planète est déjà à son point le plus chaud et le moins stable depuis 125 000 ans. Et des gens meurent à cause de ça. Et cela ne concerne que le réchauffement de 1,2 degré. Certains de ces impacts, je déteste le dire, sont déjà irréversibles. Pour éviter la catastrophe, les scientifiques nous disent que nous devons réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici à 2030, afin d'atteindre un niveau net zéro d'ici à 2050. C'est dans ce contexte que nous nous rendons à Glasgow et je me rends à Glasgow en étant optimiste. Il est optimiste, John Kerry. C'est un des espoirs d'ailleurs qui réside dans cette COP, c'est le retour des États-Unis aussi dans l'accord de Paris. C'est très important, on n'a pas beaucoup parlé des États-Unis. Oui, c'est important en effet, parce que les États-Unis, c'est un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils ont quand même une place importante dans la diplomatie mondiale, avec une force aussi d'impact. Cependant, il faut aussi parler des outils, des solutions. Alors, on parle des énergies renouvelables, on parle de la rénovation des bâtiments. Il y a quand même un problème quand on regarde dans le détail la manière dont les pays et les entreprises, notamment pétro-gazières, comptent parvenir aux objectifs d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, je fais référence au développement de la géo-ingénierie, que ce soit celles qui servent à agir sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère ou encore plus loin, celles qui veulent agir sur la quantité de soleil reçue par la Terre. Juste pour faire un zoom rapide sur les pétrogaziers. Les pétrogaziers, pour l'instant en tout cas, on ne voit pas du tout un changement d'approche dans leur modèle économique. Au contraire, il y a un investissement massif dans le développement des techniques de captage et de stockage du CO2.
Pourquoi ? Parce que l'idée aussi, c'est que ça permet de continuer à produire, à extraire, à mettre sur le marché des énergies fossiles en arguant une neutralité carbone ou climatique associée. Sauf qu'en fait, on sert juste à éviter en fait des émissions supplémentaires. On n'agit pas sur le taux de concentration des CO2 qui est déjà présent. Et là, c'est ça tout l'enjeu, parce que le taux présent actuellement, c'est ce qui nous met tous en danger déjà. Pierre Canet, lutter contre le réchauffement climatique, ça ne se joue pas donc qu'au niveau des États, ça se joue aussi au niveau des entreprises et puis au niveau individuel. Ça peut passer par quoi ? Oui, et je rebondis sur John Kerry parce qu'il a, ces dernières années, été très investi pour justement s'assurer aussi que les États-Unis restent dans l'accord de Paris, même si l'administration Trump avait décidé d'en sortir. On avait une coalition qui s'appelait We Are Still In, avec des milliers d'acteurs américains, des États fédérés, des universités, des collectivités, investis avec des entreprises pour dire, en fait, nous, le dérèglement climatique, c'est une réalité, et donc on veut s'investir pour l'action climatique, quels que soient les choix de l'administration. Et ça a mis en lumière, en fait, une communauté très forte, jusqu'aux États fédérés, parfois républicains, des entreprises, des acteurs économiques, considérant qu'en fait, l'action climatique, c'était une nécessité et voire même un bénéfice. Et ça se joue aussi dans les territoires, dans les collectivités. Alors après, il y a des dimensions culturelles différentes. Le style de vie américain, le style de vie français, européen, la Chine, on est à un moment où finalement, ces choix et ces styles de vie, ces modes de vie doivent être quand même questionnés par rapport aux défis. On parlait de sobriété tout à l'heure. J'évoquais les SUV et ces gros 4x4 sur les routes. Et donc, il va falloir quand même reposer cette question des modes de vie et de se dire comment on ça, il y en a beaucoup aux États-Unis, par exemple. On donne autour de la sobriété. Donc, et c'est là où les territoires sont en première ligne avec des actions d'élus, par exemple en France. Je pense à des initiatives comme à Rouen-Normandie où on a essayé de mettre en place une COP 21 locale avec de l'investissement autour de coalitions, de se dire comment on va vers la méthanisation, comment on va vers la rénovation. Et souvent, quand l'État n'est pas assez présent ou quand on a effectivement des freins par rapport aux politiques publiques nationales, on voit au niveau local des élus extrêmement investis qui mettent les mains dans le cambouis et qui aussi mobilisent tout un écosystème local, entreprises, citoyens, étudiants, écoles. Et on voit que dans ces conditions, ça peut faire avancer l'action aussi, parce que cette action, elle doit être adaptée aussi au contexte local. Yann Robiou-Dupont, on vient de voir donc l'importance des initiatives locales. On va revenir sur la COP qui s'ouvre dimanche. Contrairement à Paris, il n'y aura pas de traité à Glasgow qui pourrait matérialiser une victoire ou un échec. Ça passerait par quoi, une victoire à cette COP 26 ? Ça passerait par aligner en fait l'action des États avec l'objectif de l'accord de Paris. Donc en fait le traité de l'accord de Paris a déjà été signé et au final il cherche aussi à mettre en œuvre d'ailleurs la convention cadre des Nations Unies sous laquelle sont organisées les COP depuis le début. Donc c'est toujours le but ultime de ces négociations. C'est le même qu'en 1990 quand cette négociation a été créée, c'est d'éviter un changement climatique dommageable pour la société humaine. Alors, l'accord de Paris a servi à déjà réaffirmer un objectif ambitieux et plus ambitieux au niveau global de viser à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc ça a été une grande victoire, mais c'est un objectif collectif. Et après, tout l'enjeu de l'accord de Paris, ça a été d'une part de montrer un alignement des volontés des pays du monde, mais aussi de mettre en œuvre un cadre légal et un cadre de négociation pour faire en sorte que les pays, effectivement, mettent sur la table les engagements qui leur semblent à eux-mêmes adéquats par rapport à l'accord de Paris, mais aussi avoir une période de révision tous les 5 ans, dans le cas où la somme des engagements de tous les pays ne serait pas suffisante pour aligner le monde avec une trajectoire à 1,5. Et donc ça, on vient de le dire, c'est pour l'instant très insuffisant. Donc là, on est sur l'articulation en fait de l'accord de Paris, même s'il reste encore des points de mise en œuvre de l'accord de Paris à négocier, notamment sur les mécanismes de marché d'échange de réduction de gaz à effet de serre entre les pays. Mais donc, une victoire ici, ce serait de réussir à convaincre les pays
d'avoir une plus grande confiance entre eux, de mettre à jour leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre, de collaborer de manière plus efficace après la mise en œuvre de ces objectifs, et que petit à petit, le volet diplomatique du changement climatique revienne au second plan pour que l'engagement principal soit après effectivement une course à la mise en œuvre sur le terrain, où on voit une implication grandissante des États locaux. On voit beaucoup d'actions dans les villes, comme c'était mentionné. On voit des actions par les citoyens, on voit des actions au niveau des régions. Pour reprendre le cas de l'Australie, c'est assez intéressant parce que comme les États-Unis, ils ont un État fédéral qui manque terriblement d'ambition, ils ont pris un engagement à net zéro tout en déclarant qu'ils ne voudraient pas que ça affecte leur activité minière, dont le charbon, ce qui semble techniquement impossible. Mais en même moment, alors qu'il n'y avait pas encore d'engagement net zéro de l'État fédéral australien, chacun des États qui composent l'Australie avait un engagement à net zéro. Et de la même manière aux États-Unis, alors même que l'État fédéral sous l'administration Trump n'avait pas d'objectif ambitieux et se retirait de l'accord de Paris, il y avait plusieurs États, comme le disait Pierre Canet, qui cherchaient à faire leur part et qui se posaient vraiment la question de comment pouvoir remplir leurs obligations en tant qu'acteurs sous-étatiques, quand bien même ils ne sont pas partie prenante des négociations internationales. Donc on voit un développement de certaines entreprises aussi, mais donc d'acteurs sous-étatiques, d'acteurs non étatiques, d'ONG, de think tanks qui se mettent en place pour pouvoir mettre en œuvre. On l'aura compris, donc de très nombreux niveaux pour la lutte contre le réchauffement climatique au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau local. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Sophia Cabège, à Pierre Canet, à Yann Robieux-Dupont et Marie Toussaint. Merci à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. On suivra bien sûr de très près cette COP26 sur l'antenne de France 24. Restez avec nous, l'information continue.